Yes, we can. Je vous demande de vous arrêter. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue pendant le 20h. Nous sommes vendredi et le vendredi, vous le savez, c'est l'agenda culturel très subjectif de nos esprits critiques avec au sommaire. Côté BD, vieillesse, solitude, indifférence dans le Madrid de nos jours. Le cinéma envoûtant de Caroline Pauge et Jonathan Vinel va-t-il faire débat ce soir? C'est la séance ciné. Et la découverte du soir, elle est musicale. Que pensent nos esprits critiques du dernier album de Pierre Gambin? Il est notre invité. Et ce soir, pour m'accompagner, vous en avez l'habitude depuis plusieurs vendredis déjà, Marie-Ange Philippe. Bonsoir, mon cher Marie-Ange. Marcel Pétritroul, notre libraire. Bonsoir Philippe. Xavier Affre, cinéphile et historien. Bonsoir Philippe. Et notre invité, Bonsoir Pierre Gambin, musicien, vous le connaissez évidemment. Nous allons évoquer son album en fin d'émission, mais avant, vous en avez l'habitude. On va parler littérature, plus exactement bande dessinée avec vous, mon cher Marcel, au fil de l'eau, de Juan Diaz Canales. J'ai bien prononcé, édition Rue de Sèvres. Alors Niceto, ou Nicetto, je ne sais pas, Nicetto, octogénaire, passe sa retraite entouré de sa bande de vieux copains, de son fils Roman et de son petit-fils Alvaro, dans l'Espagne marquée par la crise. Et le quotidien n'est évidemment pas si simple. Non, pas si simple. Alors justement, pour arranger un petit peu le quotidien, ils font des petits larcins, ils revendent des objets volés, objets tombés du camion. En fait, on leur fout la paix parce que ils ont presque un statut d'intouchable. Ce sont d'anciens vétérans de la guerre civile espagnole, donc même les flics, ils sont là, ils sont tranquilles. Mais jusqu'au jour où on retrouve un vieux de la bande assassiné. On commence un petit peu à s'inquiéter. Et puis on trouve un deuxième aussi assassiné. Là, vraiment, l'inquiétude monte. Puis Nicetto, il disparaît à son tour, sans laisser de traces. Donc son fils, médecin légiste, proche de la retraite, et son petit-fils, travailleur social au SAMU, vont partir à sa recherche. Quels secrets ils vont découvrir? Ça, vous allez le découvrir, vous, en lisant la BD. Alors, c'est une BD sociale, vraiment, qui se passe dans le Madrid. C'est une BD sur la fin de vie, sur ces personnes âgées, on ne sait pas quoi en faire, elles sont là. C'est sur la vie, c'est sur la famille aussi, parce qu'il y a 3 générations. Donc, c'est vraiment social, c'est du noir et blanc. Alors, Canales, c'est un scénariste, Black Sad, excellentissime. L'excellent Black Sad. Corto Maltese, il a repris Corto Maltese, moyen, on va dire, c'est pas son meilleur, mais on ne l'attendait pas au dessin. Et franchement, il fait un noir et blanc absolument fabuleux, remarquable. Un dessin tout en aplat noir, il n'y a aucune nuance dans ces noirs. Les contrastes, il en joue avec brio. C'est un dessin semi-réaliste, c'est très expressif. Regardez les premiers plans, le trait est très épais. Vous regardez les arrière-plans. Les arrière-plans, c'est très épuré, très très fin. Il joue vraiment avec tous ces contrastes. Au niveau du découpage, je dirais que c'est assez classique, mais il y a une belle mise en scène. Des gros plans, des plans de taille, des plans à l'américaine, des vues d'ensemble. Très cinématographique. Voilà, c'est ça. Ça donne beaucoup de fluidité à la BD. Et le scénario, on l'a dit. Alors, scénario, il y a presque de la philosophie dans ce scénario quand même. Il y a un petit côté philosophique. Et bizarrement, c'est là où ça pêche. Il est scénariste. Et c'est là où il nous déçoit un petit peu. Peut-être que Pierre n'est pas d'accord avec vous, mon cher Marcel. Alors, parce que dans cette émission, Pierre, évidemment, vous êtes là, vous allez nous accompagner durant toute l'émission. Nous allons évoquer votre album, mais vous donnez votre avis, évidemment, sur tout ce que présentent nos esprits critiques. Alors moi, moi j'ai beaucoup aimé, parce que déjà, je suis fan de BD, j'aime le noir et blanc. Effectivement, je trouve que c'est très, très bien maîtrisé et que c'est très fin, il y a un gros travail au niveau graphique qui est vraiment très intéressant. Bon, je vous rejoins un peu sur le fait qu'effectivement, ça pêche par certains moments dans l'histoire, on se perd un peu, on a tendance à imaginer d'autres choses et arriver à une fin qui pour moi est intéressante malgré tout parce qu'elle ouvre quand même une perspective sur une réflexion, et notamment sur l'absurdité de la vie, parce que ce secret que finalement tout le monde a en soi, et quand tout le monde se regarde dans un miroir, c'est peut-être aussi ça, c'est ces remises en question qu'on peut avoir tous dans notre vie. Ça, je trouvais ça plutôt intéressant. Après, ce que je trouve admirable, c'est la thématique justement du troisième âge, de la vieillesse, et ça on entend
peu d'histoire sur Très, ça, très peu. et ça, c'est vraiment... C'est la façon dont il aborde est assez originale. Voilà. C'est vrai, et la BD est noire, hein, Oui, c'est sombre. mais la ouais. dernière case, elle est blanche, justement. Ouais. Ça renvoie là aussi, Oui, il y a de l'espoir. Il y a voilà. de l'espoir. Après, effectivement, peut-être on en parlait avec Xavier tout à l'heure, ça demandait peut-être plus de pages et, Plus de développement. et un scénario peut-être plus On développé. a l'impression qu'il a voulu trop en mettre dans sa bande dessinée. Oui, moi je suis un peu de cet avis-là, du coup, je travaille ma pensée. Non, je trouvais ça très beau, c'est le dessin, c'est vrai. Après, moi je trouve que la fin est très intéressante aussi, mais je trouve que c'est un peu précipité. C'est-à-dire que, en fait, j'aurais aimé, ça me plaisait bien, j'aurais aimé en savoir un peu plus dans l'approfondissement, d'autant plus qu'il y a un thème, moi, qui m'intéresse bien. Évidemment, il y a la vieillesse, etc., mais c'est le sort, j'allais dire, que l'histoire a réservé à ses combattants, notamment lors de la guerre d'Espagne et ce qu'ils sont devenus après. Et moi, je m'attendais, quand je lisais la BD, j'ai dit, tiens, on va avoir peut-être encore une référence un peu plus marquée à l'histoire. On l'a moins, bon, pourquoi pas. Mais c'est vrai que du coup, la BD m'a laissé un peu sur la fin, parce que j'attendais plus. Les personnages, C'est que la fin est réussie, le reste est très bien, mais au milieu, j'aurais aimé un développement plus large, finalement. Marie-Ange ? Écoutez, tout a été dit. Pareil, j'ai beaucoup aimé le dessin, très, très photographique. Je n'ai pas trouvé que le scénario pêchait. Par contre, là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, on a l'impression d'avoir affaire à un gros fouillis au bout d'un moment. On s'y perd un petit peu, mais au final, c'est ça aussi qui nous fait tenir parce qu'on a envie de savoir, on a envie de suivre le déroulement. Et effectivement, j'aurais aimé un peu plus rentrer dans la psychologie des personnages, un peu plus dans leur histoire. Et en fait, au final, ça aurait presque mérité 2 tomes. 2 tomes, Oui, Marie-Ange, je suis d'accord avec Marie-Ange. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment tout de même qu'on a du mal à s'attacher au personnage du fait que l'on n'entre pas pleinement? Il manque de profondeur. C'est qu'on nous les présente comme des gens qui ont vécu quelque chose en commun, etc. Et du coup, comme c'est pas trop développé, c'est clair qu'on... Il y a plein de non-dits, il y a plein de zones d'ombre dans cette bande dessinée. Alors, bon, évidemment, celui qui connaît, même si on est spécialiste de l'histoire de l'Espagne, etc., bon, on peut déceler par-ci par-là. Ce que vous êtes Non, pas spécialiste de l'Espagne, mais je veux dire, c'est vrai qu'on peut déceler, mais c'est dommage que ce côté un peu... ancien combattant, parce que c'est un peu ça aussi, c'est-à-dire c'est ce que le regard que porte l'Espagne à ces gens qui se sont battus pour la démocratie en Espagne et qui finalement aujourd'hui sont quasiment relégués dans la rue. Quoi. Voilà. Tout de même, on le conseille, enfin c'est assez clair. Hein, et le conseil d'autant plus que les éditions Rue de Sèvres font un travail remarquable d'édition, la BD, l'objet est magnifique. Au fil de l'eau, Juan Diaz Canales, édition Rue de Sèvres, vous l'aurez compris, c'est fortement recommandé par toute l'équipe de Pendant le 20h. On va passer au cinéma et au court-métrage. Court-métrage insulaire, vous le savez, nous en parlons tous les vendredis du court-métrage insulaire avec notre héritage. Caroline Pauge et Jonathan Vinel, Lucas et le fils du pornographe Pierre Woodman. Il s'agit de son histoire. Alors, j'avais dit qu'on en parlerait de ce court-métrage, on l'avait déjà annoncé, on avait montré un clip de Grand Blanc il y a quelques semaines déjà, et du coup, j'avais envie de montrer le dernier travail de Caroline Pauge et Jonathan Vinel, parce que ce sont des cinéastes, moi je trouve ça fascinant. Ce qu'ils font, ça sort tellement des lieux communs de ce qui se fait ici, sans mépris ni rien, parce qu'on a vu des très belles choses, mais ça va tellement au-delà de ce qu'on voit. Ça mêle, ça mêle, et même ici, et même d'une manière générale, parce que franchement, moi j'en vois de temps en temps des courts-métrages, et ils sont dans un monde particulier, en utilisant les aspects du monde actuel, c'est-à-dire le numérique, le jeu vidéo. C'est un mélange. Alors, a priori, c'est quelque chose qui devrait normalement pas me repousser, mais... C'est assez curieux, vraiment, oui, non, ça devrait vous repousser totalement, mon cher. Parce que simplement, il y a un travail de mise en scène. Ouais. Il y a un travail, c'est intelligent, ça dit quelque chose aussi. C'est-à-dire que c'est pas de la technique pour de la technique. C'est-à-dire là, dans ce que vous venez de dire, ça paraît un petit peu simple comme scénario, mais en 26 minutes, c'est une interrogation aussi sur l'amour, c'est une interrogation sur le désir, c'est une interrogation sur beaucoup de choses. Parce qu'en fait, en parallèle, on a le fils de Pierre Woodman, qui fait un métier, enfin du moins, qui est plus que contesté évidemment dans son domaine, hein, évidemment. Réalisateur de films pornographiques, voilà. Et lui découvre en fait les images de ce que fait son père, et en même temps, en parallèle, il vit une vraie histoire d'amour. Et donc en fait, il est confronté, comme on l'a peut-être tous été, ou comme le sont même les jeunes aujourd'hui finalement, on est confronté entre notre sexualité et ce qu'on voit sur les écrans, et qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on voit sur les écrans, comment se situer. C'est des questions finalement qui sont assez pertinentes. Là, tu parlais de philosophie. Pour lui que c'est son père. Voilà, tu parlais de philosophie tout à l'heure pour la BD. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de philosophie, de réflexion dans le film. Alors, c'est pas facile d'accès, évidemment, mais c'est dans leur style, hein, c'est-à-dire l'utilisation de numérique, ralenti. On voit des tigres incrustés, donc ils ont une fascination quand on lit les interviews pour les tigres, l'animal. Mais en fait, je pense que l'une des clés aussi pour comprendre ce cinéma, et c'est ce qu'ils disent souvent dans les interviews,
c'est de ne pas forcément chercher, j'allais dire, à comprendre tout symbole. C'est ça qui plaît aussi, ça qui fascine dans leur cinéma, c'est qu'il y a des choses qu'ils disent, évidemment, mais en même temps, ils ne jugent pas. Il n'y a pas de condamnation de Pierre Woodman au-delà du fait que ce soit un type, bon, peu importe. Hein, et le travail, d'ailleurs, il leur a présenté, donc voilà, bon, ils s'en Oui, et foutent. puis c'est pas franchement le sujet du film en plus. Hein. Donc, mais je veux dire, il y a vraiment, il y a du sens. Et donc, dès que ça fait sens, et ben voilà. Après, la forme, elle est ce qu'elle est. Et moi, je trouve ça assez fascinant. Et vraiment, ça sort tellement de ce qu'on voit que on ne peut qu'applaudir dès demain. Un film qui était en compétition à Berlin. Pierre. C'est l'année dernière. Alors oui, un film effectivement qui traite de la sexualité, c'est toujours un sujet casse-gueule et un sujet délicat. Et moi, je trouve qu'ils s'en sortent vraiment très bien sur une vingtaine de minutes. Le film est très esthétique, très poétique. Il se dégage paradoxalement une certaine pudeur. J'ai trouvé ça vraiment intéressant d'avoir des images pornographiques assez explicites par moments, mais toujours avec des choix très intelligents et avec une pudeur qui est derrière, qui m'a beaucoup touché. Après, moi, je suis fan de leurs films. J'en ai vu deux. Hein. J'ai vu celui-ci et Tant qu'il nous reste des fusils à pompe. Voilà. Le précédent. Ouais. Voilà. Je suis fan parce que effectivement, ils utilisent, comme disait Xavier, il y a beaucoup de codes qui sont employés, mais il y a une narration qui est là, qui est très liée au cinéma, qui est vraiment attaché au cinéma. Cette narration, moi, me touche beaucoup, d'autant plus qu'ils empruntent des codes, des fois, j'ai envie de dire, là, c'est peut-être un avis personnel, à la science-fiction. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un côté SF, en fait, dans leur mise en scène, dans la façon dont parlent les personnages, la façon dont ils sont mis dans l'espace, comment ils vont, à un moment donné, faire des intermédiaires, comme ça, des intermèdes un peu très poétiques, très métaphoriques. Non, moi je trouve que c'est une réussite, vraiment. Marie-Ange, vous l'avez vu aussi, Oui. évidemment. Et je l'ai vu sans lire le pitch, donc du coup je ne m'attendais pas à ce tournant. Et oui. Et alors la première partie du film, on voit les deux adolescents. J'ai pas beaucoup accroché. Je suis insensible à cette esthétique-là des ados neurasthéniques. Oui, vous nous en aviez déjà parlé. J'étais persuadée que ça allait être une de vos Même remarques. quand ils font l'amour, ils sont ennuyeux. Enfin bon, bref. Et, mais par contre, la deuxième partie où on découvre du coup le vice du père, j'ai trouvé très intelligente. C'est assez puissant de prendre cet angle-là. Ça aurait été moins puissant s'il s'agissait d'un documentaire au final sur la vie de Pierre Woodman. Et j'ai trouvé que le film avait deux vertus au-delà des très belles images et de l'angle choisi qui est intelligent, je le répète. C'est d'une part de poétiser les filles, parce qu'au final, ils leur rendent un petit peu hommage à ces filles-là. Et d'autre part, de voir la tête de ce gros porc libidineux qui dépucelle des filles de 17 ans. Et donc, même si ce n'est pas le sujet du film, ça dénonce indirectement ces pratiques-là, parce que ce n'est pas un pornographe classique, hein. C'est quelqu'un qui voilà, qui Un pornographe classique, moi je sais pas trop ce que c'est, mais non, mais par exemple, il y a des voilà, poursuites, il y a des menaces de poursuite, même des filles. Enfin, il y a eu des histoires. Il n'y a pas des procès, mais enfin, la figure du père, c'est très controversé. Excusez-moi, mais la figure du père, je l'interprète vraiment comme une métaphore, je dirais, de toute la pornographie dans laquelle on baigne, notamment sur Internet, et qui peut influencer les nouvelles générations, la jeunesse, et qui effectivement, je trouve que le film traite bien de ça. C'est qu'est-ce qu'on en fait de ça et comment. Bon, d'où notre héritage d'ailleurs. Hein. Voilà, d'où notre héritage, d'où le titre. Voilà. On comprend le titre. Et je trouve qu'il y a une belle fin, il y a un point de vue du coup de la part des auteurs sur ça qui est assez touchant. Mais il y a même des scènes finalement assez. Enfin, Caroline le dit quand on discute un peu avec elle. Ils n'ont pas voulu même, gommer l'espèce de naïveté qu'il peut y avoir, parce que par exemple, il y a des scènes, moi je trouve que c'est les plus belles, les scènes dans le jardin. Alors toi tu dis neurasthénique, mais les scènes dans le jardin. C'est la première et la fin, hein. La première partie du film et notamment cette scène étrange d'adoubement entre un chevalier qui paraît complètement déconnecté. Alors peut-être tu parlais de fantastique, c'est vrai qu'il y a toujours un petit côté. Mais ils le reconnaissent volontiers. Hein. Ils trouvent la scène, par exemple, naïve. Enfin, il y a de la naïveté. Oui, il y a un côté presque onirique même. Voilà, d'accord. Donc on va vers cet aspect-là. Donc voilà. Et ça se tient. L'idée de faire des gestes sans trop savoir ce qu'on fait. Voilà, on est confronté. C'est cette idée, je trouve, de décaler la réalité. Et sachant qu'en plus, il prépare là un long métrage. Alors, j'avais noté parce que c'était compliqué à retenir. Ça va s'appeler Jessica Forever, donc il prépare. Et quand on lit l'histoire, je veux dire, on a vraiment envie d'avoir le long métrage. C'est l'histoire d'une femme qui a le pouvoir de calmer les gens ultra violents. T'entends Marie-Ange ou moi-même quand on s'énerve un peu. Et elle a utilisé ce pouvoir pour sauver des criminels. Ils vont se retrouver dans un endroit pour vivre en paix, mais ils sont poursuivis par leur acte passé. Rien que ça donne envie, mais très très vite, de voir ce long métrage, parce que je me demande comment ils vont réussir encore à construire
ces éléments. Alors notre héritage, Caroline Pauge et Jonathan Vinel, c'est aussi recommandé par toute l'équipe de Pendant le 20h. Et on va passer justement au film que l'on voit à l'image là, le film de Xavier Dolan, Juste la fin du monde. C'est en quelques secondes parce que il y a les courts-métrages, mais il y a aussi le cinéma, le DVD. Et vous avez choisi d'évoquer ce bon cher Xavier. Eh oui, alors je sais que c'est le grand ami de Exactement. Marcel Pétrichel. Bon. Mais pour certaines raisons, il n'a pas tout à fait tort, effectivement. Mais mettons de côté Xavier Dolan. Mais mettons de côté Xavier Dolan. Moi, je m'intéresse au film. Adaptation d'une pièce de théâtre, donc il fallait quand même encore oser. Il essaye, on peut pas. Oui, mon on peut pas lui reprocher de pas oser. Inadaptable. Bon, il fait des choses que peu de gens à son âge font. Et donc c'est un huis clos. Évidemment, donc c'est le retour d'un homme qui vient, donc ça se passe au Canada, au Québec, je crois, et il revient voir sa famille. Ça fait très longtemps qu'il est parti. En fait, il revient, on le sait de suite. Il vient leur annoncer qu'il va bientôt mourir, et on imagine que c'est le sida, parce que Jean-Luc Lagarce est mort du sida, et il veut leur dire un dernier au revoir de la pièce. Il veut leur dire au revoir. Et il retrouve un petit peu tous ces membres de cette famille qui est une famille un peu dingo, il faut bien le dire, mais bon, est-ce qu'il y a une famille normale existe, je ne sais pas. Donc il retrouve tous les membres de la famille, il les a pas vus depuis très longtemps et toutes les rancœurs, la rage sont là. Et finalement, voilà, il essaie, il n'arrive pas forcément à annoncer ce qu'il veut faire et ça sonne comme une espèce de cérémonie là, qui est très... Alors filmée de manière... C'est du Dolan, donc il insiste beaucoup sur les plans fixes, sur les visages. Les interprétations sont outrées, mais c'est ce que demande Xavier Dolan. Nathalie Baye, Vincent Cassel, que moi je n'aime pas d'habitude, et que là j'ai trouvé vraiment très bien. Petit bémol, moi je dirais simplement ça. Léa Seydoux, j'aime moins, je suis pas. Et Marion Cotillard, pourtant qui a un rôle intéressant. Je sais qu'elle doit être renfermée, mais voilà, j'ai moins bémol, été... Votre bémol, il est tout de même sur la distribution, et c'est assez important dans ce genre de film tout de même. Donc, tu vois, c'est moins... Oui, c'est vrai, voilà, mais bon. Mais c'est un film qu'il faut vraiment voir, moi je trouve, et c'est un film qui est... Ben voilà, moi je trouve ça fascinant. Ce qui me dérange, Marcel, vous allez en dire quelques mots, ce qui me dérange un petit peu dans le film, dans cette adaptation-là, ce qui est très fort dans le... C'est très émouvant, moi je trouve. Dans le théâtre, ce qui est très très fort dans la pièce, ce sont aussi les non-dits. Et je trouve que dans l'adaptation, alors c'est son point de vue, Xavier Dolan, mais que c'est trop... suggéré, trop montré, ces moments de silence, il y a des moments de silence dans la pièce qui sont extraordinaires, justement sur il revient après 12 ans d'absence, l'absence c'est lourd, il revoit sa famille, c'est terrible, c'est pesant. Là, à force de démontrer, à force d'une trop grande démonstration dans la mise en scène, j'ai trouvé qu'il y avait de la lourdeur. Alors ça ne va pas vous plaire. Non. Et puis il y a toujours chez lui cette idée qu'il faut montrer qu'il sait, qu'il a des idées dans ses mises en scène. Il est juste derrière nous en train de dire « Regardez comme je filme bien ». C'est exactement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Si. Alors je vais le dire, s'il vous plaît, incroyable. 40 secondes, vous connaissez la règle, les 40 secondes pour départager deux personnes qui ne sont pas d'accord sur ce plateau. 40 secondes pour donner leurs arguments, pour convaincre le téléspectateur de Pendant le 20h de son avis. Marcel Pétrichol, Poulouchan, je vais vous demander, notre réalisateur, de caler ces 40 secondes. 40 secondes, pourquoi le cinéma de Xavier Dolan n'est pas aussi bon que ce que la critique nous raconte? Moi, c'est Xavier Dolan, tout court, qui n'est pas aussi bon que ce que la critique nous raconte. Moi, j'ai beaucoup de mal avec Xavier Dolan. Je n'aime pas le personnage, je n'aime pas tout ce qu'il raconte, je n'aime pas, il est boursouflé d'orgueil, je ne supporte pas, et j'ai du mal à voir ses films. Et quand je vois ses films, je vois ça, ce qu'on disait tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il me tape sur l'épaule. Tu as vu comme j'ai filmé là? Je suis un toc de type. Je supporte pas ça. Voilà. En plus, il a fait l'école de la vie, le pauvre, avec Léa Seydoux. Donc, bon, ça va, quoi. Il a pleuré parce que les critiques l'ont éreinté à Cannes. Nom de Dieu, ben si tu vas, ne viens pas à Cannes alors, si tu ne supportes pas les critiques. Reste au Canada, c'est pas la peine de venir. Voilà, je ne supporte pas le bonhomme. Bon, on l'aura compris, ce n'est pas tellement le cinéma qui dérange Marcel, c'est le personnage. Ceci dit, Marcel, c'est aussi un avis, quand le personnage se confond avec son cinéma. Même chose en littérature aussi, et autres. Souvent, voilà. vous le dites d'ailleurs. Xavier, 40 secondes pour conforter votre position et dire pourquoi Xavier Dolan est un très très bon réalisateur. Je ne sais pas s'il est très très bon, mais je m'inscris évidemment en faux ce que dit Marcel. Combien de cinéastes on pourrait citer ici qui montrent qu'ils savent filmer? Vous m'avez parlé il n'y a pas très longtemps, mon cher Philippe, de La La Land. C'est le prototype du film où on voit que j'ai des idées, je le fais. Tous les cinéastes aujourd'hui modernes, je ne vois pas pourquoi Xavier Dolan seul, sont là en train de nous montrer qu'il sait filmer. Il sait filmer, il a raison de le revendiquer. Ça nous évite de voir des espèces d'horreurs de gens qui pensent avoir filmé et que c'est horrible. Bon. Mais le film est baroque.
Le film est intéressant, j'ai pas dit que c'était son meilleur, mais le film est assez fascinant pour ça, finalement émouvant. Oui, c'est vrai qu'il y a moins de non-dits, mais il y a des scènes en aparté avec Nathalie Baye et Gaspard Ulliel, qui est très bon là, qui parlent. Il y a une scène où il suggère justement l'histoire d'amour entre les deux, l'histoire passée, qui est très belle. Voilà, c'est très bien mis en scène, et bon, il s'est fait éreinter à Cannes, bon, ça lui passera. Mais enfin, éreinter parce que, comme beaucoup de gens pensent comme toi, Marcel, pour lui, pas pour son film, c'est pas vrai. C'est pas le plus mauvais film de Cannes. On va pas vous mettre d'accord. De toute façon, c'est pas l'objectif de cette émission de vous mettre d'accord. Vous l'avez compris. Allez, en quelques secondes, vous avez aimé. J'ai beaucoup aimé. Alors, le point positif déjà, c'est qu'il n'y a plus d'accent canadien, et ça m'a un peu soulagée. Et le casting, que d'habitude je déteste Gaspard Ulliel, et là je l'ai trouvé mais d'une sensibilité folle. Le jeu des caméras, on a l'impression qu'il y a vraiment un étau qui se resserre. On y est du début à la fin. Nathalie Baye est merveilleuse dedans. Et c'est vraiment ça, quoi, la famille qui n'accepte pas ce que vous êtes réellement et qui n'arrive pas à communiquer, qui n'arrive pas à le dire. Et j'ai trouvé que, oui, d'accord, il y a un peu des lourdeurs, mais quand même, on est pris dans le film et c'est très émouvant. Alors, faites-vous votre propre avis, hein, vous l'aurez compris, à chaque fois que l'on évoque... oui, mais ça n'est pas coutume. À chaque fois qu'on évoque un film, un livre, une bande dessinée ou un album de musique, il y a l'avis des esprits critiques de Pendant le 20h et il y a le vôtre, évidemment. Nous vous donnons juste quelques pistes de réflexion. Et justement, on va parler de musique. Il est là, il est avec nous depuis le début de l'émission. Il a donné, lui aussi, son avis sur les œuvres présentées par Marcel, par Xavier, et c'est à vous, ma chère Marie-Ange, de présenter le travail de notre invité. Oui, alors pour un nouvel album qui s'appelle Bourgaise, qui succède à Alibéciste et Magic. Donc on va resituer un peu l'univers de Pierre Gambini pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un artiste qu'on pourrait qualifier de électro, c'est ce qui vous qualifie le mieux, on va dire. Pour mettre une étiquette, il en faut bien une pour situer la chose. Et qui, c'est assez rare pour le souligner, chante en corse. Il a signé la BO de Mafiosa, mais pour moi c'est surtout un artiste moderne au sens baudelairien du terme. C'est-à-dire qu'il réussit à prendre ce qui est universel, historique, et à jongler avec... et à tirer de la mode un espèce de fil conducteur vers l'universel. Je m'explique. Au-delà de ces créations de... Vous moquez. Continuez, c'était beau. J'avais envie de me lever pendant que vous parliez. C'était très beau. Continuez. Ils ont voulu casser le truc, ils ont dit ça va trop loin. C'est incroyable. Continuez, Marianne. Non, au-delà de ces créations musicales, c'est vraiment la démarche que je tiens à souligner et même à saluer. C'est-à-dire de prendre l'historique, l'universel comme la langue corse et de la porter via ce qu'on peut appeler la mode, un style de musique éphémère comme l'électro. Et c'est ça qui fait vivre la musique et la culture en général. Et c'est grâce à ça que la culture survit. Et c'est cette démarche-là qui est vraiment visible dans le nouvel album, aux sonorités 80s, on va dire, années 80. Oui. Et porté par des paroles directement inspirées des réseaux sociaux entre amour et haine. Alors c'est pas nouveau, hein, la musique, le retour des années 80, beaucoup de groupes le font, comme La Femme par exemple. Internet, on va le dire, c'est vu et revu hein, comme sujet. Mais par contre, cet album, il y a vraiment une signature spécifique, il y a vraiment un son Pierre Gambini, pour le coup, une identité qui se confirme et qui est marquée de plus en plus. Et on est entre le mystique, le dansant. Et moi, j'ai un petit coup de cœur pour le premier titre, Phineas Gage. Je commence à vous connaître, oui, c'est incroyable. Dont le clip a été réalisé par Lavigne Boffy. Les images sont très belles, même si j'avoue que je n'ai pas tout compris le sens. Je n'ai pas réussi à relier les images du clip et les paroles, mais musique très agréable à écouter et clip très agréable à regarder. Xavier. Merci. Alors, vous risquez de ne pas trop parler sur votre travail, mon cher Pierre. Vous allez écouter religieusement. Est-ce qu'il est baudelairien Oui, on est verlénien. J'ai trouvé très beau ce qu'a dit Marie-Ange. C'est difficile de passer derrière, d'ailleurs. Donc, moi, l'album, je trouve... Ça fait très longtemps que j'aime beaucoup, je l'avais déjà dit, hein, de toute façon, ce que fait Pierre. Il a fait la meilleure chose de Mafiosa, c'est-à-dire la musique. Donc, forcément, déjà, rien que pour ça, c'est bien. Et puis, j'avais beaucoup aimé l'album précédent. Et celui-là... Encore une fois, il se dégage quelque chose. Et puis c'est très cinématographique finalement. Il y a un lien, vous avez vu dans la programmation que j'avais fait sur Notre Héritage, il y a un petit lien.
tout a un rapport, je trouve ça. J'avais des idées de films en tête comme ça, au son des musiques, et donc c'est vraiment, on se laisse emporter par l'album. Je trouve ça vraiment fascinant et c'est une très grande réussite. Marcel. Moi, d'habitude, quand j'entends électro, je pars à l'autre bout. Oui. Je cours. J'ai eu très peur d'ailleurs quand on a programmé Pierre. Hein. Voilà. Très peur. Et puis non, je vais le dire, j'ai aimé. J'ai aimé le son des années 80, j'ai pris un bonne jouvence. Ouais. Alors, franchement, j'ai adoré. Pink Floyd, il y a du rock aussi, hein, il y a plein de choses. Ouais. C'est pas que l'électro des années 80, Non. j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses. Et moi, j'ai particulièrement été déraciné, ça m'a fait énormément penser à Étienne Dao. J'adore Étienne Dao. Pour moi, c'est vraiment un compliment. J'ai adoré. Ah ben, moi aussi. Alors ouais. Pierre, je crois que vous êtes le premier invité À faire l'unanimité. Enfin, non, il reste vous, Philippe. Non, vous savez, moi, alors là, pour le coup, vous savez, je l'ai écrit. Je vous ai déjà reçu d'ailleurs hein, Oui, pour évoquer oui. cet album. Vous savez C'est tout un bien que je objet- pense. C'est un objet qui sort encore. Ça change un peu de ce qui se fait aussi ici, il faut le dire, parce que bon, voilà. Peut-être je citais aussi Simon Guérine qui fait aussi de l'électro. Vous n'êtes pas nombreux là ici à faire ce genre de musique. Voilà, Marianne Jadi chantait encore. C'est plus. Voilà, c'est vraiment. ça, l'électro. Non. Vous m'avez compris, Voilà. Pierre. Si je peux. Ah, voilà. j'ai compris. C'est à vous, très ravi. Non, parce que je me considère de plus en plus dans le temps comme étant un créateur et pas forcément comme un musicien dans un genre musical. C'est-à-dire que mes prochains albums iront sans doute vers d'autres pistes. L'électro, pourquoi ? Parce que ça me semblait être l'élément le plus approprié pour pouvoir parler de ce dont j'avais envie de parler. Les années 80 aussi, parce qu'effectivement, c'est une période de référence pour moi dans ma culture musicale et c'est aussi le début aussi d'une nouvelle ère dans la musique. Enfin voilà, donc ça faisait voilà, donc j'avais envie de croiser un peu tout ça. Et Internet, effectivement, la thématique, elle a été employée à plusieurs reprises de différentes manières. Moi, je voulais m'en servir vraiment comme comme une source d'inspiration. C'est-à-dire que Phineas Gage, par exemple, c'est l'histoire de Phineas Gage, mais aussi d'un danseur contemporain où j'ai mélangé les deux personnes. Donc je m'en suis servi vraiment comme une source de création, en fait, encore. Et pas forcément comme un outil où j'allais critiquer l'outil, où j'allais... Donc j'ai pas apporté du jugement sur ça, justement. Moi, la posture en fait, d'un auteur, c'est qu'à un moment donné, il raconte aussi ce qu'il vit et ce qu'il est en train de ressentir aussi, même à travers des émotions. Et puis, je me suis rendu compte que j'étais en train de passer dans une phase de ma vie où, comme un petit bourgeois, et c'est pas forcément péjoratif, mais les seules sources d'inspiration que j'avais à ma portée de main, ou en tout cas celles qui me fascinaient le plus, c'était celles que j'avais sur mes comptes de réseaux sociaux. Voilà. Donc voilà, c'est pour vous dire simplement qu'en fait, je prends les choses comme elles viennent. J'ai envie de faire de la vidéo aussi, j'ai envie de faire du cinéma aussi. Enfin voilà, donc j'ai envie de faire plein de choses. C'est vrai que la musique a été dominante pour le moment dans le parcours que je suis en train de faire, mais je vais justement faire une pause pendant un moment et aller vers d'autres horizons, en tout cas pour les années à venir. Bon, ben, vous avez bien entendu, écouté religieusement ce que viennent de dire et Pierre et nos esprits critiques. Il faut absolument découvrir l'album de Pierre Gambine. 4 étoiles, 4 étoiles, 4 étoiles, nous sommes d'accord. Pierre, unanimité, bravo, chapeau. Merci. C'est une première. J'espère qu'il y en aura d'autres pour que d'autres invités puissent continuer à venir dans cette émission. C'est vrai, il y avait Watch Event Oui. aussi, c'est vrai, vous avez raison. C'est le moment que la télévision du monde entier nous envie, je ne sais pas si je dois dire comme cela, de Washington DC à Hong Kong, en passant évidemment par Ajaccio et Bastia. C'est le C'est qui a dit ça ? Alors c'est un C'est qui a dit ça, c'est rapide parce qu'il nous reste juste quelques secondes. Je rappelle que l'équipe qui est à ma droite mène contre l'équipe qui est à ma gauche, sachant que souvent Marcel change de partenaire. Très souvent on change de partenaire. Alors je défendrai ma femme, je l'aime, je la protégerai. Fillon. Oui, François Fillon pour le Penelope Gate. Je veux juste la dire parce que ça peut être... Non mais c'est digne d'un scénariste hollywoodien. Je défendrai ma femme, je l'aime, je la protégerai. Et je dis à tous ceux qui voudront s'en prendre à elle, qui me trouveront en face. Même Mel Gibson n'aurait pas dit mieux. François Fillon, suite au Penelope Gate. C'est vrai. A priori. 1-0. Une nation sans frontières n'est pas une nation. À partir d'aujourd'hui, Donald Trump. Bravo les amis, hein. Les États-Unis reprennent le contrôle de leurs frontières. Donald Trump, après avoir signé le décret il y a quelques semaines mentionnant la construction du mur États-Unis-Mexique 2-0. Non, 2-0. Oh non. Vous perdez, c'est comme ça. C'est comme La ça. justice, il a dit en premier. Tout à fait. Dernier, on remet les pendules à zéro. Vous avez la guine, mon cher Marcel. Mon cher Pierre, on avait réussi pourtant. Oui, tout à fait. J'use ma vie à vous défendre.
Ah si, si. Mélenchon, Ouais, c'est ça, bravo. Il a dit ça, oui. Bravo, Mélenchon ça à un dans une ouvrier, vidéo. c'est ça, ouais. Il a dit ça avec une certaine déplaisance face à un Condescendance. cheminot, Un condescendance, cheminot, je suis d'accord avec vous. Une cheminot, la vidéo est virale, évidemment, elle est sur le web. Merci à vous d'avoir bavardé, d'avoir dialogué autour de la culture. C'était notre agenda culturel très subjectif avec Pierre Gambine. Tout le monde a aimé son album. Il faut découvrir l'album de Pierre Gambine. Merci, mon cher Pierre. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. À lundi, même lieu, même heure, pendant le 20h, évidemment.